Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023 et nous allons traiter pour l'association APSDC des métiers. Quel métier veux-tu exercer plus tard? Comment permettre aux jeunes une meilleure orientation vers le milieu professionnel? L'orientation des jeunes vers le milieu professionnel ou encore la réorientation des jeunes dans le milieu professionnel. Une orientation professionnelle mettant en adéquation le travail professionnel et les valeurs, souhaits des plus jeunes. Inviter les anciens de collège à venir conseiller les collégiens sur leur avenir, formation tout au long de la vie et autres idées évolutionnaires issues de notre petit livre jaune. Que voici. Bon. Ce soir, on va discuter par rapport à cette question qui se pose. Quel métier veux-tu exercer demain? Donc, c'est une conférence dédiée principalement aux jeunes, mais ce n'est pas que pour les jeunes, pour tout le monde. Donc, on laisse la parole à chacun d'entre vous pour vous exprimer. Daphne? Tout à fait par hasard. Sinon, on commence par Stéphane. Non. Ah, ça, Non, mais en revanche, oui. il y a peut-être une question importante de rappeler finalement quelle est la tranche d'âge des collégiens et s'interroger sur finalement qu'est-ce qu'on sait déjà, quel est le niveau de conscience d'un collégien, quel est son niveau d'envie, quel est son niveau d'engagement, et une fois que ça est rappelé, peut-être reposer la question dans le contexte d'un collégien. Et finalement, parce que collégien, c'est 11 ans, 15 ans, si je ne m'abuse. Hein. Ta question, ta remarque et ta question, c'est vraiment extraordinairement bienvenue parce que, en effet, quand on s'en souvient, on était, nous, des gens de 13-15 ans, mais on n'était peut-être pas aussi matures, entre guillemets, que les gens de 13-15 ans des années 2020. Je dis matures, entre guillemets, parce qu'ils sont à la fois plus matures sur le plan des systèmes, si je puis dire. Alors, ils se connaissent l'Internet, le TikTok, toute la technologie leur est familière, et par contre, c'est des petits-enfants dans leur tête. Ils ont besoin qu'on les épaule, ce sont des enfants. Et il est vrai que de plus en plus tôt, on leur dit commencez à penser le métier que vous exercerez demain. Évidemment, ils sont un peu foufous, ils essaient de se situer, mais tous les quelques mois, maintenant, ce serait plus ci, plus ça, c'est le métier de papa ou de maman, bon, on ne sait pas trop. Donc, en effet, c'est important de les situer, puis de les situer aussi non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement, parce que derrière, il y a le contexte. Alors là, début des années 2020, au moins en Europe, c'est marqué par une pandémie, une guerre européenne qui pourrait venir chez nous. On a tous peur sans le dire ou sans l'affirmer, et surtout quand on est plus jeune, on se dit tiens, t'en parlais de ça. La crise économique, il y en a qui s'aperçoivent que papa, maman sont un peu moins dispendieux que d'habitude, il va se passer un événement. Donc, le métier, est-ce qu'on a envie d'un métier? On entend aussi des jeunes de 13-15 ans et même après, dans l'adolescence, on va dire, qui arrivent vers 18 ans, 20 ans, de jeunes gens qui nous expliquent à quoi bon, ou on prendra ce qui vient, ou on continue nos études sans trop savoir si ça débouchera pour de vrai. Donc, oui, il y a des questions à se poser, en effet. Puis à la fin du siècle dernier, il y avait déjà du chômage. Et je me souviens, quand j'étais un petit peu plus jeune, on me disait dès que tu trouves un emploi, prends-le, parce que c'est difficile de trouver un emploi. Alors même si ce n'était pas une vocation, on allait s'enchaîner avec un emploi parce qu'on ne voulait pas être au chômage, on n'avait pas vraiment le choix.
Et je me demande si maintenant il y a toujours ce choix, et quelle est la vision d'un jeune qui a peut-être vu ses parents subir un emploi qui ne leur plaisait pas, et les a vus rentrer le soir à la maison et peut-être pester, peut-être ne pas être en attention avec leurs enfants. Et donc, maintenant, ça se répercute sur la jeunesse, parce que c'est une jeunesse qui est une jeunesse intelligente, qui est une jeunesse qui est née avec l'intelligence artificielle, avec les objets connectés. Donc, c'est plus la jeunesse d'antan, où on lisait des livres, on sortait, on prenait le vélo. Il y a toujours ça, mais maintenant, ça va beaucoup plus vite, et ça va aussi, je pense, beaucoup plus vite dans les cerveaux de ces jeunes-là. Et pour moi, il y a une vraie quête maintenant. On veut vraiment l'emploi, le job, l'emploi qui va nous plaire et qui va nous permettre de nous construire totalement dans la société. Voilà ce que je peux dire. Serge, déjà, dans ce que tu dis, alors oui, intelligare en latin, se relier aux autres, l'intelligence, on est en plein dedans, mais peut-être plus assez dans la capacité à se relier à soi, dans la génération qui monte, et aussi, oui, ce que tu disais au début de ton propos, cette problématique de jeunes gens qui ont vu leurs parents épuisés par le travail et se disant « je n'ai pas reconnu », on me jette de l'entreprise au bout d'un moment parce qu'on a plus de moi. Et donc, ces jeunes gens n'ont pas envie non plus de s'investir dans une entreprise, n'ont pas envie de se dire « je vais passer 25 ans dans l'entreprise qui me plaît ». Donc, ils sont finalement plus dans l'idée d'une activité leur plaisant que dans une entreprise leur plaisant. Je pense que c'est un paradigme nouveau. Je pense aussi, oui. Donc, c'est peut-être à réfléchir et comment les aider justement. On reviendra après sur les idées du pacte, mais déjà pour poser un peu la période dans laquelle nous existons, dans ce début des années 2020, pour des gens de 13 ans, 15 ans, comme le soulignait Stéphane Bernard il y a quelques minutes. Stéphane, si tu as d'autres idées? Le paradoxe dans ce que tu évoques, Danfil, c'est que cette génération 13-15 ans, 13-16 ans, aujourd'hui et dans le futur, elle sera de plus en plus outillée et informée et aura accès à une quantité d'informations beaucoup plus qu'avant. Et en même temps, c'est une période où ce qui est intangible pour moi, c'est l'affirmation de la personnalité, c'est l'affirmation d'un certain nombre de choses. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et je pense que c'est un moment où, alors que toutes les réponses sont disponibles, je ne suis pas sûr que les questions disparaissent. Et je pense qu'il faut avoir cette conscience du fait que c'est un âge où il y a beaucoup de questions qui se posent, émotionnellement, physiologiquement, physiquement, socialement. C'est un âge où il y a beaucoup de questions qui se posent. Et au fond, la responsabilité qui serait la nôtre en tant qu'adultes, c'est comment apporter des réponses qui soient utiles dans un contexte où les réponses sont pléthores. Et finalement, comment nourrir le questionnement, comment accompagner la prise de conscience, le gain, la confiance en soi. Aujourd'hui, avec l'accès à l'information, il y a aussi des mots MOUX qui apparaissent, qui sont nouveaux. Le harcèlement social, c'est nouveau. Le fait que des jeunes gens se suicident parce que une photo, vidéo circule avec des commentaires très désobligeants, ça c'est nouveau. Et donc, je pense que indépendamment des technologies et des moyens d'information et indépendamment de tout ce que la modernité nous autorise ou autorise aujourd'hui,
reste posée les trois questions, ou la question de finalement cette transition philosophique, physiologique, tu vois, cette conscience économique. C'est l'âge où on a de l'argent de poche. C'est l'âge où on a quelques euros dans la poche, plus ou moins. Et c'est l'âge où on décide d'acheter tel magazine scientifique ou d'acheter une glace au chocolat. Deux. Pardon? Ou les deux. Ou les deux. Les deux sont importants. Ou les deux. Les deux sont importants. Non, ou les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la question qui reste constante est comment accompagner ce choix d'une orientation professionnelle et selon quels critères. Et pour moi, ces critères sensibles restent permanents, indépendamment des technologies et indépendamment de l'accès à l'information et à l'indépendance. C'est pas parce que j'ai un tuto sur YouTube comment draguer une copine que je vais arriver à draguer la copine. Hein. C'est clair. Dans ce que tu donnes, c'est pas justement, il y a une dichotomie qu'on connaît qui est un grand problème repris au fil des décennies par les divers ministres de la culture de tel ou tel pays, à savoir, d'un côté, en effet, il faut penser qu'on est devant des jeunes gens, il faut leur donner le maximum de possibilités, le maximum de connaissances pour qu'ils puissent construire toute leur vie, surtout qu'on ne meurt plus à 50 ans comme un siècle avant, donc il faut nourrir un être humain pour toute sa vie, mais en même temps, on est dans une époque où on demande de plus en plus, soyez spécialisés, très spécialisés et rapidement spécialisés. C'est vraiment comment être l'un et l'autre à la fois, à moins, et là on revient sur les principes proposés dans le petit livre jaune, à savoir l'idée d'avoir une formation tout au long de la vie, encadrée, financée par l'impôt et, quand quelqu'un va travailler pour une entreprise, cofinancée par l'entreprise qui va le prendre ou la prendre. À ce moment-là, on a une garantie, c'est que l'individu puisse avoir comme moteur de la vie de toujours apprendre, comprendre et s'épanouir et être heureux, et en même temps servir le système en ayant la compétence d'être ici ou là à tel moment de sa vie dans une spécialité nécessaire pour, je dirais, la communauté humaine. On ajoute. Ce à quoi j'ajouterais que la formation qui est proposée, elle doit intervenir à différents niveaux, dans le sens où à la fois la contribution à la socio-économie d'un individu, il est nécessaire de l'accompagner par la formation, mais de la même façon, le développement d'un individu, il peut prendre différentes formes et il ne faut pas exclure que sur le tard, alors je vais donner le chant comme exemple volontairement, mais il se trouve que les voix masculines, elles s'affirment au-delà de l'âge adulte. Et en gros, ce n'est pas quand on est enfant qu'on apprend à chanter, sauf c'est à partir du moment où on est un adulte formé. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on détecte chez un individu le plaisir, l'envie, le talent pour le chant lyrique? C'est pas parce qu'un ouvrier professionnel a été soudeur hautement qualifié à 18 ans, on doit l'interdire de devenir baryton basse à 35 ans. Tu vois, et aujourd'hui, le système l'interdit. Le système rend ces changements d'orientation et ces aiguillages impossibles, très difficiles. Je ne dirais pas que le système l'interdit, mais c'est l'ouverture de l'individu, l'ouverture de l'enfant qui est sclérosée, qui est fermée. Parce que l'enfant, enfin les jeunes, je ne parle pas de la majorité des jeunes, parce qu'il y en a quand même qui sont très, très studieux et qui étudient,
Mais la majorité des jeunes vont se jeter dans le divertissement. Et la majorité des jeunes, peut-être les moins jeunes aussi, il va y avoir une forme de fuite vers un divertissement qui va passer par l'écran, par les plateformes, et je pense qu'il faut redonner le goût, un peu ce que tu viens de dire, tout à fait, ce que tu viens de dire même, pour permettre à quelqu'un qui est ouvrier, en reprenant ton exemple, de découvrir le chant lyrique à travers des amis peut-être, à travers la bibliothèque, à travers des disques, des CD, des disques parce que je suis un peu des CD, et puis écouter ces chants, écouter cette musique, et puis s'émerveiller de cette musique, et puis se lancer dans cette musique et découvrir, parce que c'est ça ce que tu disais, c'est le talent, c'est la découverte de son talent. Il faut savoir qui on est, quels sont nos possibles à l'intérieur, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous permet de vibrer, qu'est-ce qui va nous porter dans cette vie, d'abord pour nous construire, comme j'ai dit tout à l'heure, et vers les autres aussi. Voilà ce que je peux ajouter. Ce que tu dis ça, justement, ce que tu disais Stéphane, ça m'amène à la réflexion anthropologique sur la question d'initiation. Dans des peuplades très anciennes, on voit qu'il y a des rites d'initiation pour les adolescents, et c'est justement là qu'on les autorise à devenir adultes. Et il faut bien considérer qu'on a un peu, mais même beaucoup, cassé ces rites. Donc les jeunes gens dans certaines banlieues vont se créer des rites à eux. Dans certaines grandes écoles, pareillement, il y a des rites façon école. Enfin, il y a une reprise de ça parce que ça manque, tout simplement. Et il est important, en effet, que les individus jeunes puissent se dire on va se structurer, mais avec justement ce que tu viens de dénoncer, repris par Serge, et je suis complètement d'accord, et c'est dans le petit livre aussi, la notion de découverte tout au long de la vie, c'est-à-dire que le système doit amener, mais là ça implique justement un acteur supplémentaire qu'on va appeler les mœurs, les us et coutumes, c'est-à-dire amener un individu à pouvoir se dire il est normal que je puisse travailler sur moi, m'initier, apprendre tout au long de ma vie. Mais pour l'instant, en général, en effet, ce que je disais Serge aussi, c'est que comme il n'y a pas ce schéma tracé dans les mœurs comme une normalité, comme c'est pas dit, eh bien l'individu se cherche, est comme perdu et se dit tiens, je vais découvrir ci, je vais découvrir ça, mais je ne sais pas trop où je vais. Donc en effet, il faut peut-être souligner cette aide supplémentaire qu'on peut apporter à la jeunesse en montrant des routes, justement, de cheminement intérieur, d'exploration de soi. À mon sens, même l'école joue un rôle très important parce que, effectivement, pas tout le monde, comme l'a précisé Stéphane, en ouvrier, peut-être il n'a pas appris à chanter, il n'a pas vécu dans un milieu où il pouvait apprendre à chanter. Donc, peut-être le rôle de l'école du petit âge, aussi les initier à tout peut-être divertissement, parce que chanter c'est un divertissement, et que par la suite ça peut devenir aussi une passion. Donc pour moi le rôle de l'école est primordial. Je voudrais réagir parce que depuis tout à l'heure, en tout cas les différentes remarques, on parle des métiers de demain, donc potentiellement de la formation. La formation en entreprise, elle est de toute façon renouvelée tous les ans et c'est une chose qui finalement fait partie en tout cas du circuit, en tout cas normal de formation en entreprise. Mais plus souvent, la formation est très portée en fait sur le métier lui-même qui est acquis, une spécialisation, quelque chose qui sert l'entreprise et pas forcément ce qui va permettre en tout cas aux collaborateurs de cette entreprise d'aller vers autre chose. S'il veut aller vers autre chose, il est obligé lui-même d'utiliser son droit à la formation individuelle, donc les DIF, etc. Et même les DIF, quand ils sont utilisés, sont restreints à un certain nombre de formations qui sont certifiantes, mais qui ne sont pas forcément des formations
qui permettent à la personne finalement de rentrer dans des métiers du divertissement ou de devenir cuisinier ou de changer complètement de métier. On reste dans des cadres très simples, linguistique, formation sur des outils informatiques, etc. Donc ça reste quand même assez pauvre. Concernant forcément une formation qui permettrait à une personne complètement de changer complètement en fait de métier, hein, ou de refaire complètement un bilan de compétences, ce qui se fait dans certaines associations qui le proposent. Finalement, en fait, on finit par rester dans le métier parfois dans lequel on est par nécessité. Parce qu'on a besoin de gagner de l'argent, de vivre finalement. D'ailleurs, on vit dans une époque qui est quand même difficile, hein, une forte inflation, où on voit, et puis nous on le remarque, hein, on vit dans un quartier parisien qui est très social, où on voit de plus en plus de personnes faire la queue auprès d'associations comme Emmaüs, etc., où finalement les gens n'ont plus assez d'argent pour pouvoir vivre, voire même survivre. Donc, dans ce contexte-là, comment on peut finalement vouloir changer de métier, changer complètement d'orientation, alors que on n'a pas les moyens, tout simplement, de changer d'orientation. Donc finalement, par nécessité, on reste là où on est. Donc en fait, la société ne permet pas, notre société ne permet pas justement d'arrêter son propre métier, de prendre le temps, quoique si on le chômage, etc. Mais on voit bien qu'on est dans une époque où on essaie de restreindre ses droits parce que tout le monde y a accès, etc. Donc on a vu chez les cadres la dégressivité du chômage. Donc forcément les cadres qui sont les plus mis sous pression finalement au niveau du travail et qui finalement ont peut-être l'envie justement de changer de métier, forcément ils se retrouvent dans des situations, bien sûr il n'y a pas que les cadres, il y a toutes les personnes, mais en tout cas les métiers intellectuels ou les métiers du service ou ceux où quelque part on est très contraint au stress, un stress qui est pas que physique mais aussi qui est psychologique, restent quand même des métiers dans lesquels forcément à un moment ou à un autre on va vouloir peut-être changer complètement de voie. Et ce moment-là, forcément ça va se faire sur nos fonds propres. Une personne qui n'a pas ces moyens-là, personne qui est un ouvrier et qui veut, par exemple, devenir chanteur lyrique, il ne deviendra jamais chanteur lyrique s'il veut vraiment en faire son métier. Il en fera peut-être un plaisir, un loisir, etc. Mais ça n'ira pas plus loin parce que il va être rattrapé par la réalité de son quotidien, de sa vie, du fait qu'il a besoin tout simplement de survivre à sa situation. En effet, comment on aménage les choses, comment on permet aux personnes justement de sortir. Alors, bien entendu, il y a toujours cette possibilité de faire une année sabbatique, mais qui n'est pas payée, donc forcément, il faut pouvoir se le permettre. Donc, en fait, oui, si on veut permettre aux personnes justement de sortir de ces métiers dans lesquels on les a invités à aller travailler, parce que finalement on a eu tous une orientation quand on était plus jeune, en tout cas moi ça a été le cas, où on nous disait voilà, tu vas faire médecin, ingénieur, ouvrier, etc. Et puis on pensait que notre chemin allait être tracé jusqu'à la fin de notre vie. Et ben non. Actuellement, en fait, les jeunes sont plutôt dans une démarche où finalement, je prends un métier, je fais quelque chose, j'apprends quelque chose, ça me plaît, dès que j'ai appris, je passe à autre chose, je veux encore autre chose, et puis si ça me plaît pas, si mon employeur m'embête, je vais autre part, et ils papillonnent d'un endroit à l'autre, parce qu'ils ont été habitués
à regarder des vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc., où on passe d'une ambiance à une autre, et puis ils ont été mis en contact avec des vidéos qui leur ont permis d'apprendre rapidement des choses. Alors, peut-être pas de manière qualitative, mais avec une offre pléthorique quelque part de connaissances. Mais peut-être, et là je reviens à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que c'est une offre pléthorique, mais qui n'est pas forcément de qualité, qui ne permet pas à ces personnes-là de creuser les sujets jusqu'au bout, parce que forcément, tout est mis à disposition sans aucune difficulté. Donc il n'y a pas... il n'y a pas de recherche. Maintenant, ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas intelligentes et qu'elles ne vont pas aller chercher autre part. Mais en tout cas, on n'est plus dans une situation où en fait on est dans de la recherche. On est plutôt dans une situation où on consomme. Donc je pense que je ne sais pas quelles sont les questions qu'on doit se poser vis-à-vis des métiers de demain, parce que les métiers de demain... La question qu'on doit se poser, excuse-moi. Pour revenir à la question initiale, la question qu'on doit se poser, c'est ce qu'a dit Danfield tout à l'heure, c'est parce que il a parlé de us et coutumes, et je suis entièrement d'accord avec lui, parce que c'est pas intégré dans notre société, et parce que ça doit démarrer dès l'enfance, et il doit y avoir une ouverture des cerveaux, je veux dire. Je vais parler comme ça, pour que ce que disait Stéphane tout à l'heure, ça puisse intervenir, et que l'enfant, quand il va être dans l'adolescence, il a une ouverture sur le monde et sur lui-même qui sera totalement différente de cette société où nous sommes actuellement. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Et c'est pour ça qu'on a rédigé à plusieurs ce petit livre jaune qui nous emmène vers cette société. Oui, justement, il y a aussi, par rapport à ce que disait Angela et ton rebond, Constantin, et ce que vient de dire Serge, en rebondissant sur ce que disait Stéphane avant, c'est, oui, la problématique aussi, c'est que nous sommes dans des sociétés non stratégiques. Il y a des sociétés purement tactiques, c'est-à-dire des sociétés qui fonctionnent sur, il y a un problème, on le résout. Il y a un autre problème, on le résout. Par contre, on ne sait pas où. Donc, tant qu'on est dirigé par des gens qui ne dirigent pas, qui ne savent pas où ils vont, qui ne gouvernent pas avec un gouvernail comme un bateau en sachant que le navire va ici ou va là, mais qui sont tirés par les vents contraires selon les moments. Tant qu'on est dans ce monde-là, on ne peut pas avoir des gens qui se disent en effet sereinement quels seraient les métiers que j'aimerais exercer à 18 ans tel métier, à 35 ans tel autre, à 47 tel autre, à 53 tel autre. C'est pas possible. Pour qu'il y ait justement cette capacité à aider l'individu à être au maximum de ses compétences, au maximum de son bonheur, parce que c'est souvent très lié. On est compétent là où on aime et on aime là où on est compétent. Eh bien, à mon avis, il faut déjà qu'on ait une société qui dise on va quelque part. Une stratégie pour aller vers ce quelque part. Et après, on pourra, sur ce cheminement, sur ce chemin, greffer des possibilités de plus en plus épanouissantes, parce que c'était un peu le mot qui était sous-jacent, pour les individus. Cheminement personnel et professionnel. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur la notion de rite de passage ou la notion de culture. En fait, d'abord, on peut peut-être revenir à la question d'orientation au niveau du collège, ou de faire finalement la racine du problème, si ce qu'on est en train de résoudre, c'est au niveau du collège qu'on est en train d'essayer de le résoudre. Premier point. Et le deuxième point, alors on ne va pas revenir sur le rôle de l'école, mais si je reviens sur le rôle de l'individu, il existe dans 3 dimensions. Il existe dans une dimension intime, qui est le cercle amical, le cercle familial, qui est de l'ordre de l'émotion pure. Il existe dans un cercle social,
Et là, c'est plutôt l'individu citoyen, l'individu contributeur de la collectivité, l'individu solidaire, et puis l'individu professionnel et créateur de valeur, créateur de quelque chose qui a de l'impact, enfin, qui est tangible. Et aujourd'hui, on sent bien que, on a l'impression que l'école adresse un des trois piliers, et notamment celui de l'individu contributeur économique, mais alors qu'à l'époque, aux âges, il y avait, à travers ne serait-ce que les sports collectifs, les travaux manuels, l'éducation civique, plein de choses, les deux autres volets, c'est-à-dire que l'individu intime et l'individu citoyen, étaient préparés. Et finalement, l'école, pour certains aspects, était le prolongement de la famille, était le prolongement du cercle. Bon. Et au fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que le développement tout au long d'une vie, le développement professionnel, la manière dont un individu contribue à l'essor économique et à l'essor de la société tout au long de sa vie, par des formations complémentaires tout au long de sa vie, elle trouve aussi sa racine ou ses racines multiples dans ce qui se passe dès le collège. Et qu'on doit être capable, dès le collège, de donner des clés de compréhension de la diversité socio-économique, de la diversité socio-culturelle. On doit donner des clés de compréhension sur tout ce qui va former finalement la complexité de la vie adulte. Et que ces clés de compréhension, c'est aussi des règles. Tu parlais du et coutume, bon, de rappeler des règles, et qui sont des règles de vie en société, de vie en individu, de respect individuel, de respect collectif. Et à partir du moment où on outille, alors je vais finir par être l'outilleur du groupe, mais à partir du moment où on donne des clés de compréhension dès l'adolescence ou dès l'enfance sur ce que seront les développements possibles et souhaitables de l'adulte, bah, ça aide. Et ce qui est amusant, c'est que à une époque, on contrariait les gauchers. Parce qu'il fallait écrire de la main droite. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on écrit. Et on a bien dit. Et aujourd'hui, un gaucher, ben, on le laisse écrire de la main gauche. En sachant, et c'est toi, Danfield, qui sais mieux que nous, que le gaucher, ben, il a son cerveau, je ne sais pas lequel, qui travaille d'une autre manière qu'un droitier. C'est souvent tout simplement inversé. Voilà. Pour 5% de la population, mais pourquoi pas? Et ça ne change rien. Bien sûr. Ça ne change rien. Et donc, mais en revanche, aujourd'hui, on est capable de dire que il y a comme ça des choses qui sont que... Moi, aujourd'hui, je rigole de la dyslexie. Je suis un dyslexique léger, je fais des petits mélanges savoureux, j'en rigole. Mais il y a aussi une époque où la dyslexie, c'était vécu comme quelque chose d'absolument impossible. Il y avait une mise au banc des dyslexiques. Mais alors, dans ton discours, il est aussi assez interpellant parce que tu es en train de nous apporter, enfin, quelques moments sont en train de nous apporter une observation d'un phénomène, en effet, qui revient à la notion de cadrage. De plus en plus, par exemple, s'il y a de l'homosexualité à l'école, bah, on ne va pas dire c'est mal. Donc, on parle de gens qui sont dans des structures, en effet. On parle de dyslexie, tu parlais de gaucher-droitier, de gaucher contrarié-droitier, etc. Mais tout ça, on s'aperçoit que ce sont des clivages qui sont en train de sauter actuellement. D'un certain point de l'observation, on va dire que c'est très bien, mais le fait que ça saute sans
donner aux jeunes d'autres gradations avec d'autres structures, mais ils sont perdus en disant bah, finalement, bah, je peux coucher avec ma grand-mère, pourquoi pas, hein, ou alors avec mon chat, ou on ne sait plus. Et pour beaucoup de jeunes. Sans aller jusque-là, mais enfin, sans aller jusque-là, parce que on va ouvrir un débat qui est compliqué. Mais le fait que la dyslexie crée des mots, ça renvoie aujourd'hui à des langages verlants, des langages enfin, des abréviations, des acronymes, qui font que l'écriture perd son sens. La responsabilité de l'école, c'est effectivement, ça ne change rien de retirer un accent circonflexe. Enfin, c'est compliqué. Sauf que si je retire un accent circonflexe, ça retire du sens. Si je retire un conditionnel, enfin, tu vois, si je ne sais plus faire la nuance entre un conditionnel et un futur, ça retire du sens. Et ce n'est pas tant d'imposer la règle grammaticale qui est en question. C'est de dire quelle est la différence entre un subjonctif et un conditionnel et un futur. Mais la problématique, elle va même très loin. Alors, tu me ramenais vers les neurosciences, mais il est vrai qu'il y a à se poser beaucoup de questions, puisque tu évoques le langage, Stéphane. Le langage parlé, qui est aussi comme le langage des gestes, le langage des émotions, le langage des regards, etc. Le langage, c'est, si on sait l'affiner, un moyen de communiquer de plus en plus beau, de plus en plus élégant, de plus en plus affectueux entre humain et humain. Précis, lui aussi. Mais justement, si on lui ôte cette capacité à être précis pour distinguer ceci de cela, ce que tu viens de dire, eh bien, au bout d'un moment, l'individu s'appauvrit. On peut penser aux Mayas, des civilisations anciennes, où on retirait des mots et puis peu à peu, les gens ne pensaient plus, puisqu'il n'y avait plus les mots pour penser, et tout s'appauvrissait. Et c'est la même problématique quand on a des mots fourre-tout, en effet, le verbe faire, bien sûr, mais aussi le truc, le machin, et bien sûr, ce que tu viens de dire, les acronymes. Autant nous efforcer de donner aux plus jeunes des langages justement travaillés. Personnellement, quand je parle ou j'écris à des gens, à mes petits filles qui ont justement cette tranche d'âge du 12-13 ans, par exemple, eh bien, je vais m'efforcer de chercher à chaque fois un mot pointu. Et par exemple, là, je viens de dire mes petits filleuls, mais quand je leur parle, et j'en avais parlé avec leur maman et leur papa, je vais fournir l'effort de dire mes jeunes filleuls, parce que, pour pas qu'ils restent petits, justement, pour leur permettre de grandir physiologiquement et psychologiquement, ce que j'évoquais tout à l'heure, la puissance de l'aspect physiologique dans ces âges-là. Donc, voilà, donc plein de détails, d'attention portée à l'autre, de gentillesse portée à l'autre, d'intelligence portée à l'autre, qui peut permettre, en tant que modèle que nous sommes, et que nous devons avoir la responsabilité de savoir que nous sommes, nous, adultes, vers ces plus jeunes, pour justement les aider à sortir des moules qui sont, j'ai envie de dire, dépassés, obsolètes, mais qui sont toujours là malheureusement, pour aller justement vers des us et coutumes nouveaux, d'autant plus que, alors, je terminerai mon petit discours là-dessus, j'ai remarqué ces dernières années, là je prends aussi des jeunes d'une vingtaine d'années que je côtoie, je suis très émerveillé parce qu'ils ont une envie de romantisme, une envie de beauté, et une envie aussi de discours ayant du sens, de mots choisis. On pouvait dire, ils ont tout perdu avec l'Internet, avec le langage télégraphique, pas du tout. Il y en a énormément qui sont ça, c'est parce que tu leur montres, tu es en train de les élever en leur parlant comme cela, mais c'est peut-être pas tous les jeunes qui sont dans ce cas-là. Si on leur propose, évidemment, si on leur montre la beauté, je vais en parler tout à l'heure, mais comme tu m'amènes sur ce sujet, et puis on parlait du baryton, on est vraiment sur la beauté. Et c'est vrai que si on montre la beauté, si on propose, à ce moment-là, les cerveaux changent, et puis on a envie de beau, on a envie, ce que tu disais, de romance, de romantisme. On est plus attentif à l'extérieur, on est plus attentif au paysage, on va mieux regarder.
Et quand on regarde mieux, bien, on s'intègre mieux, on parle mieux, tout va mieux. Et là, tu parlais d'appauvrissement tout à l'heure, oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur cet appauvrissement. Il y a un appauvrissement dans le langage, ce que disait Stéphane tout à l'heure, et il y a donc cet appauvrissement vers le métier que l'on aurait pu choisir si on n'avait pas eu cette direction-là, ce non-cadrage-là, et on s'est perdu. Alors que non, il faut éviter que la jeunesse se perde. Il faut leur proposer une belle route, leur route à chacun. Et voilà, il faut leur proposer du beau. Donc, une des solutions serait le tutorat. Le tutorat vis-à-vis des jeunes, voilà, les gens comme vous, que vous avez réussi votre vie, quelle que soit la personne qui fait cette vidéo. Donc, c'est une des solutions à proposer, pas rester dans l'égoïsme, de garder pour soi, mais de pouvoir transmettre, et comme disait Danfil, évidemment, qui provient d'une famille qui peut-être n'a pas les codes de la société, qui peut-être n'a pas le niveau de français élevé, mais d'avoir la bonté de transmettre et les accompagner pour trouver aussi leur chemin, mais un chemin qui leur donne du sens. C'est ça qui est important. Et malheureusement, l'école aujourd'hui propose peut-être aussi des tutorats ou des activités, mais ça reste aussi aux adultes qui ça doit rendre aussi. Je te coupe 2 secondes. Effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Et je voudrais juste te dire, l'école, l'école, c'est comme une machine. L'école, c'est un automatisme. C'est normé. C'est normé. Oui, c'est très normé. C'est pas ouvert. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, mon école, c'était pas normé. C'était beaucoup plus créatif pour mon école parce que dans le pays de l'Est, où on avait des activités de créativité. On parle un après, parce que... Oui. Donc, comme j'ai précisé, donc l'école aujourd'hui est trop dans la légèreté. Je sais pas, mais des activités proposées à l'école qui produisent aussi de la créativité à l'enfant. Ça peut aussi les aider et avoir des tuteurs pour les accompagner. Et Constantin, tu veux rajouter? En fait, l'école suit un programme. Oui, c'est ça le problème. Un programme. Ensuite, moi, je me rappelle quand même qu'au collège, on avait des cours de musique, on avait des cours d'éducation civique, des cours d'éducation physique, bien entendu. Je ne sais pas s'il y a toujours ça dans les programmes des écoles, mais je pense qu'il y a certaines choses qui ont disparu. Donc, pour le coup, les loisirs, ou en tout cas les cours de chant, par exemple, les cours de musique, ça sera en dehors de l'école. Tout à fait, c'est les parents qui doivent amener les enfants à suivre des cours de chant. Et justement, une maman, elle m'a précisé que pour son enfant, tous les 3 mois, elle doit payer 230 € pour un cours de chant. Donc, qui se permet de ça? C'est pas tout le monde qui se permet à amener son enfant à suivre des cours de chant à 230 € tous les 3 mois. Je veux dire, c'est ça aussi que cette activité de créativité, comme la peinture, le chant, je sais pas, d'autres activités qui produisent du loisir, ils doivent l'apprendre gratuitement à l'école. C'est là, les parents, le mercredi, ils amènent leurs enfants à toutes les activités possibles. Ils sautent d'une activité à l'autre justement pour qu'ils deviennent créatifs, mais pas tous les parents se permettent cela. Et après, il faut faire aussi attention parce que aujourd'hui, avec toute cette nouvelle technologie, toute cette activité qui sont continuelles pour l'enfant, ça donne aussi parfois des enfants trop dans la réactivité et pas dans la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, ils sont, voilà, on les appelle la génération Y, etc. Mais enfin, trop les pousser de faire trop des activités en leur temps libre,
ça implique aussi trop de réactivité. Hein. Ils n'ont plus la patience, ils sont toujours, ils se concentrent 5 minutes. Après, ils ont besoin de. Moi, je dirais que, c'est pour rebondir sur tout ce que tu as dit, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'école qui est très cadrée, c'est comme une machine. Il faudrait, il serait bon que l'enfant, les enfants, quand ils vont à l'école, ils aient d'abord envie d'aller à l'école parce que ce qu'on va leur donner à apprendre, ça va leur plaire, ça va être joyeux, et non pas une corvée. Parce qu'il y a aussi, tu parlais des programmes tout à l'heure, mais il y a aussi la manière d'enseigner. Il y a aussi la capacité de l'enseignant, du professeur, à donner à l'enfant, à donner à l'élève. C'est un enregistrement. C'est peut-être 94 à 16. Oui. Nous ça va être coupé, mais c'est Au bon. contraire. J'étais sûr qu'il allait appeler. Où j'arrive. J'étais certain, je le savais, hein, je savais qu'il allait appeler quand il arrive. Alors on a notre deuxième Stéphane, donc Stéphane André qui arrive. Oui, Il il y a. a découpé. Il n'y a pas à hacher, mais il y a à découper. Un coup de hache. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je te laisse quelqu'un pour le signer à la vidéo. Oui, Ouais, c'est je parce voulais- qu'elle ne laissait pas, mais je voulais le laisser aussi la parole. Je voulais peut-être ajouter par rapport à ce que disait Angela et les rebonds et de Constantin et de Serge. Pour notre vidéo, il y a quand même à considérer, alors justement là encore dans le petit livre jaune, on a envisagé que les parents sont parfois très occupés par le travail, ils n'arrivent plus à s'en sortir, les enseignants n'arrivent plus à enseigner comme convenablement parce que certains enfants viennent de communautés plus ou moins religieuses qui leur disent voilà, il faut penser comme ci, penser comme ça. Et donc, il y a peut-être à considérer que les grands-parents, que les gens à la retraite, au lieu d'être, quelqu'un le disait, des égoïstes, puissent se dire, eh bien, au contraire, on va généreusement apporter notre aide aux enfants. Et ça, c'est une idée qui peut être extrêmement intéressante parce que, à mon avis, par rapport à ce qui vient d'être dit avant, Stéphane André vient parmi nous. Alors, attends, je vais me resserrer, on va chercher une chaise de plus. Angela, rapproche-toi, non? Donc, en plus, qui nous rejoint pour cette vidéo, du moins la suite, mais donc je disais simplement, pour conclure sur ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux domaines qui ne sont pas enseignés à l'école et qui, à mon avis, aideraient énormément à amener les plus jeunes vers justement ce dont on a parlé, une prise de conscience de soi, une maturation de l'être, une capacité à se penser dans le monde. Ces deux paramètres, ces deux disciplines, c'est d'une part la philosophie. On entend des enfants de 4 ans, 6 ans, 8 ans qui philosophent déjà. Donc on va arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et dire oh non, c'est pas possible. C'est possible. D'autre part, tout ce qui est du corpus de la méditation, je prendrais évidemment la méditation incluse notamment dans une discipline telle que la neuroconnectique, donc se dire on va amener les gens en connectant des réseaux de neurones, tiens, je prête attention à je parle et je prête attention à je suis assis. Quand je prête attention à ces deux éléments, jaillit de manière darwinienne, émerge de moi une prise de conscience et donc un réseau de neurones qui va permettre d'être un nouveau moi-je. Mais ce moi-je-là, si j'arrive à le maintenir, à le retenir, eh bien, il me donne une saveur particulière dans la vie. C'est plus ah, je veux ci, ah, je veux ça. C'est plus l'extérieur qui me domine, c'est je prends conscience de moi en tant qu'être. Ceci, ajouté à la philosophie, peut amener des individus à... Il y a eu des expériences, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense, en Grande-Bretagne pendant les années 2010, des collèges, donc des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, où on amenait pendant un petit quart d'heure les enfants à méditer. Alors voilà,
tu crées le vide dans ta tête. Non, tu ne penses plus à Pierre, Paul et Jacques. Tu restes là, tu respires calmement, tu es assis, tu es assise. Voilà. Et les petits-enfants disaient qu'ils étaient très contents, parce que ben, ils s'étaient concentrés sur eux, ils existaient soudainement, tiens, on est là, on n'est plus, on veut ci, on veut ça, on veut montrer qu'on a la plus belle montre, le plus beau smartphone que le voisin. Et donc, déjà, c'est une autre approche de la vie. Donc, je voulais rajouter ce petit paramètre, mais Stéphane André, tu arrives là, tu n'as pas entendu ce qu'on disait, tu sais pourtant la thématique du soir, aurais-tu une idée à... Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Inde en 2005 et on nous a emmenés dans une école financée par les communautés bouddhistes, mais ce sont des écoles laïques qui récupèrent en fait les orphelins, les enfants qui traînent un peu dans tous les sens. Et donc, ils ont fait toute une série d'écoles sur la base d'un modèle qui est l'éducation universelle. Donc, c'est pas de l'enseignement bouddhiste, mais c'est une version qui se veut justement éveiller les enfants aux autres, à eux-mêmes, et il y a tout un mixage d'activités qui sont alors en groupe, mais ce que j'avais retenu aussi, c'est on les met quand même beaucoup dans la créativité, c'est-à-dire qu'on les fait dessiner, on leur fait faire des activités, on leur fait effectuer des activités. On les invite à effectuer des activités sportives, on leur propose, et on les amène aussi à travailler avec leurs mains, avec leur corps. Ce qui, à mon avis, est important par rapport à l'éducation qu'on reçoit à l'école française, c'est que finalement, on a du mal, à mon avis, à faire le lien entre le corps et l'esprit, et on renforce peut-être une formation qui est certes assez abstraite, qui renforce beaucoup de choses et qui finalement n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle est enseignée normalement à tous. Donc elle permet aussi, elle a un avantage d'amener les gens à vivre ensemble ensuite, mais il y a des espèces de carences qu'on peut commencer à remarquer aujourd'hui, avec des vraies différences qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Il y a une vraie différence d'école qui se manifeste, à mon avis, depuis ces 10-15 dernières années. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qui... Bienvenue Stéphane. De manière un peu opportuniste, je vais rebondir sur la référence à cette école universelle qui s'adresse aux orphelins et aux enfants défavorisés. Dans le contexte de ces enfants, il est probable que le parcours pédagogique a aussi un objectif de réconforter, de reconstruire des choses que la précarité et l'orphelinat, hypothèse, auront détruites. Je rebondis. Finalement, une des responsabilités d'un gouvernement ou de quelqu'un qui serait en charge de superviser l'éducation, est-ce qu'au fond, ce n'est pas de travailler sur un référentiel de compétences et de se dire que un homme épanoui, ou un adulte épanoui, doit valider un certain nombre de compétences. On ne lui demande pas d'apprendre la peinture, la musique spécifiquement, mais si son regard aux choses et son regard au monde et sa créativité s'expriment par la photo, ben pourquoi pas? La photo validant l'UV ou validant la compétence du regard au monde et d'une sensibilité par l'image au monde. Et je me dis qu'au fond, est-ce que nous, notre proposition, elle ne consisterait pas à établir un référentiel de compétences idéal et que l'engagement que la société prend, c'est de faire que entre 10 ans, alors disons 7 ans, allez, entre 7 ans et 49 ans, 7 ans et je ne sais quel âge, finalement, toutes ces compétences, on donne accès à ces compétences. Et ce qui serait une manière de dire que des enfants, et on parle au collège, il y a une grande diversité de contextes socio-économiques, de contextes culturels.
Tout le monde, au collège, il y a déjà des gens qui ont 3 langues vivantes, par le fait. Maman italienne, papa français, et j'apprends l'anglais ou je regarde l'anglais à la télé. Et est-ce que je dois imposer l'apprentissage des 3 langues vivantes à quelqu'un qui les parle déjà? Et est-ce qu'à contrario, je ne dois pas faire le lien entre d'autres, tu vois, entre la générosité et l'empathie et la cuisine? Oui, oui, oui. Et la rigueur qu'impose la pâtisserie. Par exemple, la pâtisserie, il n'y a pas plus rigoureux que la pâtisserie. Mais moi, excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai l'impression que les qualités peuvent être exercées dans différents domaines. C'est-à-dire que si on part de l'idée qu'on est dans une éducation cognitive ou neuroconnective ou en lien avec ces disciplines, on pourrait tout à fait dire, bon, ben non, on a des enfants qui ils doivent savoir lire, ils doivent savoir écrire, mais ils doivent aussi savoir, par exemple, mémoriser, avoir une capacité d'attention. Et donc, la capacité d'attention peut se focaliser sur différents objets ou différents thèmes. Donc peut-être qu'en mettant dans l'ordre les choses, c'est-à-dire qu'en disant, on cherche plutôt à développer, comme tu l'as dit, des êtres humains complets qui sont attentifs à eux-mêmes et au monde, eh bien, on mettrait au premier plan plutôt, par exemple, des qualités du type attention, du type concentration, avant de construire des espèces de châteaux de cartes bancals. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de ça avec mes étudiants. J'ai l'impression que sur des parties, ils sont extrêmement développés, puis sur d'autres, c'est désastreux. Alors, on parlait... Je vais donner un exemple. Si je suis ingénieur aux ponts et chaussées, si je suis un ingénieur au pont, il y a 2 manières de concevoir un pont. La première, c'est de le calculer, et vraiment de calculer. Et la deuxième, c'est de faire une maquette. Oui. Tu vois? Et alors, il y a une troisième voie qui serait de construire un savoir qui ressent les matériaux et qui est capable de pressentir avec une certaine expérience. Stéphane, je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Excuse-moi, j'attends. Moi, j'ai souffert en cours de mathématiques quand on m'a demandé d'apprendre les suites. Je ne savais pas ce que c'était une suite. Je n'arrivais pas à conceptualiser une suite. Et on me demandait d'apprendre des suites. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a montré la suite de... Alors, c'est Fibonacci. Fibonacci. Pour lui, là. Et là, j'ai dit, mais si on m'avait montré cette suite, si on m'avait montré ce dessin dès le début, j'aurais tout compris. Pourquoi? Il se trouve que moi, pour comprendre les choses, je suis obligé de les dessiner. Est-ce que ça remet en question l'acquisition de la compétence? Non, c'est que moi, pour apprendre, je passe par le dessin. Ça passe par le gribouillis. Et après, je théorise. Quand on a forcé la théorie de la suite, c'est pas rentré. Hein. Ça a été souffrance, ça a été cri et douleur. Hein. Et c'est là où je dis, si je reviens à un référentiel de compétences sur plusieurs années, est-ce que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de parler italien à 15 ans, alors que je fais histoire de l'art et que je vais visiter Rome et Florence à 45. Et c'est en ça où je dis que je prends volontairement des exemples caricaturaux, mais si on s'interroge si on pose un référentiel de compétences au moment du collège et on dit, un enfant en 6e, il a jusqu'en 3e pour acquérir toutes ces compétences, il y a certaines compétences qui vont être acquises plus facilement étant en 6e et d'autres plus facilement étant en 3e. Alors qu'aujourd'hui, on a un système, et on revient
schéma initial qui était de dire d'autoriser la formation des adultes, autoriser et permettre le changement d'orientation des adultes. Aujourd'hui, on a un système qui est incrémental. J'acquiers des compétences Alors, elles sont fondamentales. Hein. J'apprends à lire et écrire au CP ou en école primaire. Et donc, il y a un système qui est incrémental et qui est nécessaire. Mais il y a peut-être aussi un système qui est plus modulaire et qui me dit, si je dois apprendre, s'il y a des compétences que j'acquiers plus facilement par le dessin et l'expérimentation à certains moments de ma vie, je n'interdis pas d'acquérir ces compétences par l'expérimentation et le dessin, quitte à compléter plus tard ces compétences par des apports théoriques, par des apports de formalisation. Et c'est peut-être ça qu'il faut reposer en disant, j'ai un référentiel de compétences qui est exigeant sur les 3 dimensions, l'individu social, l'individu créateur de valeur, l'individu être intime. Donc j'ai un référentiel de compétences qui est exigeant et on donne la liberté au système et aux gens de valider ces compétences dans le temps. Pardon. Juste un instant, pour revenir sur le petit livre jaune dans le pacte synergiste et durabiliste, on a évoqué un projet qui paraît justement répondre à la problématique que tu poses, à savoir permettre aux instituteurs, pour commencer, d'utiliser leur voie pédagogique individuelle, personnelle, leur recherche, leur créativité. Parce que dans le monde de l'enseignement, il y a 2 domaines. Il y a le programme de ce qui doit être enseigné, la matière, la discipline, et il y a la pédagogie. Mais les 2 sont cadrés par chaque ministre de l'enseignement, de l'éducation nationale, dans la plupart des pays modernes, à l'avance. C'est-à-dire que l'individu qui est enseignant n'a aucune liberté, ce qui est une catastrophe. Parce que justement, en fonction de telle ou telle classe, ou, comme tu viens de le dire, Stéphane, plus finement, l'individu qui a telle compétence dans son cerveau, intimement, qui sera peut-être une compétence, comme tu disais, d'abord graphique, ou d'abord par l'écoute, ou d'abord par le geste qui, comme une pâte à modeler, modèle, ou pas, et puis celui qui est un pur abstrait intellectuel, et puis toutes les variantes possibles dans le cerveau humain. Et dès l'instant qu'un enseignant peut s'en rendre compte et qu'il est même amené par le système à manifester sa capacité à se dire « Ah, pour tel élève, je vais proposer telle méthode, pour telle autre méthode », et bien au bout d'un moment, ça va être comme une sorte de sport national, voire international, un sport planétaire, de se dire on aide selon la variété du cerveau, et ce qui peut même permettre une plus grande diversité d'intelligence. Donc, bienvenue pour une humanité plus tolérante, plus ouverte et plus intelligente. Oui, c'est très juste. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit à la fois par toi quand tu as évoqué la dispersion de la jeunesse vers le TikTok, vers différentes plateformes, et ce qu'a dit Stéphane sur l'attention et ce qu'a dit Stéphane André, Stéphane Bernard. Et Stéphane Bernard qui nous proposait un référentiel que je trouve une idée magnifique, superbe. Et je voulais en venir sur le constat aussi de Stéphane André. Le constat de Stéphane André, c'était sur ses étudiants. Et donc, c'est fini, c'est coupé. C'est une caméra qui coupe, mais l'autre enregistre toujours. Oui. Je voulais juste te dire que ce qui était important, c'était de reprendre le constat. Et le constat que nous donnait tout à l'heure à entendre Stéphane André, c'est que ces étudiants sont, je reprends mon verbe, c'est que ces étudiants sont très dispersés et il fallait revenir sur des fondements, les bases, la base de l'attention, la base de la concentration. Et même sur ce que disait Stéphane Bernard. Et donc, pour le référentiel, je pense que cette base-là est à travailler au début. Il faut que chaque jeune
chaque enfant puisse, ce que tu disais aussi à travers la méditation qui a été proposée dans les écoles, à revenir sur soi, à revenir sur son corps, à se dire, ah, j'existe, je suis là, je suis assis au milieu de la pièce, il y a mes copains à côté de moi, je me vois dans cette pièce-là. Ah, ça réfléchit, ah, je suis beaucoup plus calme. Cette prise de conscience. Donc cette attention à soi, je trouve que c'est, à travers, moi j'ai appris ça à travers la neuroconnectique, mais pour moi c'est les fondements de cette nouvelle école, cette nouvelle pédagogie et cette société, j'espère, en devenir. Mais il y a aussi, par rapport à ce que tu dis, c'est que dans un parcours de méditation, ce qui est intéressant, c'est que justement, si on a des cerveaux, entre guillemets, jeunes, en fait, le développement de l'attention permet de déployer les 5 sens de façon équilibrée. Or, en fait, ce qui se passe concrètement dans l'éducation que nous, on a quelque part subie, c'est qu'il y a des sens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Et ça forme un déséquilibre. Et donc, c'est tout au début qu'il faut amener les enfants à s'équilibrer, s'ouvrir, et justement ne pas les embarquer en renforçant quelque part un des sens par rapport aux autres, ce qui forme quelque chose pour moi, que je vois comme déséquilibré, avec des mémoires qui finalement, parce qu'il y a des mémoires auditives, il y a mémoire... Ce qu'a développé Stéphane Bernard tout à l'heure. C'est référentiel. Absolument. C'est très belle idée. Très belle idée, référentiel. Moi, je dis imparfait du subjonctif, écriture à l'encre et à la plume. On va reprendre un peu les fondamentaux, là. Blouse, non, la blouse, non. Oh, quoique. Non, mais... On peut dire référentiel des compétences universelles. Il y a un canevas d'éducation universelle à écouter. C'était fait par un lama assez éclairé là, qui a enseigné aux Occidentaux. Et là que sont venues ces histoires d'école. C'est intéressant à regarder ça. Parce qu'il avait vraiment réfléchi dans une perspective universelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme est-ce qu'on va peut-être clore notre débat? Voilà, c'était riche. Oui. Mais bon, on va continuer avec toi, Stéphane. Hein. Oui. Stéphane, on va en perdre un et puis on va. Alors, je me tourne vers Stéphane Bernard qui est au loin. Est-ce que, donc, pour toi, c'était sympathique? Ah, mais moi, c'est toujours sympathique. Et ce que je trouve intéressant, c'est la complémentarité des points de vue. Tu vois, si je fais une mise en synergie de ce que j'ai évoqué comme étant un référentiel de compétences qui finalement donne une grande liberté de navigation dans le temps, Stéphane l'a recadré en disant, mais attention, il y a aussi des compétences fondamentales qu'il faut acquérir à certains moments avant de pouvoir en développer d'autres. Et je trouve que la mise en synergie de ces deux regards, elle nous permet, le cas échéant, de construire quelque chose d'encore plus pertinent. Donc moi, je trouve ça ce sera très intéressant. Moi, voilà, tout va bien. Enfin, de mon point de vue, tout va bien.